Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, une preview sur la saison 2017-2018 à venir, mais une preview dans une approche complètement globale avec mes 5 choses, mes 5 éléments qu'il va falloir suivre sur cette saison NBA 2017-2018. Alors évidemment, sur cette saison à venir, on se pose plein de questions. Est-ce qu'on va encore avoir Warriors Cavs en finale? Est-ce que OKC ça va marcher? Est-ce que les Rockets ça va marcher? Est-ce que les Wolves ça va marcher? Est-ce que les Nuggets ça va marcher? Est-ce que les Lakers vont redevenir forts? Est-ce que les Sixers vont devenir forts? Évidemment, tout ça. Mais tout ça, vous l'avez entendu partout. Sur tous les médias qui traitent de basket. Et moi, j'ai envie de vous sensibiliser sur 5 autres choses qui sont, à mes yeux, vraiment intéressantes à suivre sur cette saison à venir. Et c'est ce que je vous propose de développer ensemble dans cette vidéo. On commence par le numéro 5, avec le cas des Boston Celtics. Que vous soyez fan ou non de cette équipe, ça n'est pas la question. Ce qui m'intrigue avec ces Celtics version 2018, c'est le processus qui a été mis en place pour en arriver là. Parce que Danny Ainge, general manager des Celtics, il a pris énormément de risques. Ça a été l'intersaison de tous les risques. Et dans mon souvenir, je ne me souviens pas dans l'histoire de la NBA d'avoir été témoin d'autant de modifications dans une équipe qui sortait d'une finale de conférence. Il y a des équipes qui ont été en finale de conférence perdue, et qui après ont appuyé sur le bouton reset et sont repartis sur quelque chose complètement différent. Où il y a les Atlanta Hawks, il n'y a encore pas si longtemps de ça, qui faisaient une finale de conférence Est, et puis petit à petit ils ont laissé partir tous leurs assets pour faire une reconstruction. C'est pas le cas des Celtics. Les Celtics, ils font une finale de conf. Derrière, ils changent tout dans l'espoir de faire mieux. Donc, il y a un vrai pari qui a été pris par Danny Ainge, parce que, en gros, sur le 5 de départ de la saison passée, il ne reste plus qu'un homme. Il ne reste plus que Al Horford, et tout le postulat des Celtics, c'est de capitaliser sur un triumvirat à Irving, Horford et Hayward, entouré de jeunes joueurs prometteurs, évidemment Tatum, Brown, Smart, et sur ce postulat-là, de capitaliser et d'essayer de rejouer des coudes à l'Est et de gagner le titre. Donc, c'est ce processus-là qui va être intéressant d'analyser, et dans quelle mesure ces Celtics version 2.0, version 2018, peuvent être meilleurs que les Celtics version 2017. Donc on suivra ça de près. Si vous vous intéressez aux Celtics, j'ai fait une vidéo d'analyse intersaison sur l'équipe où j'essaye d'analyser poste par poste, les acquisitions, les départs, mais c'est une équipe très clairement, si vous êtes fan de basket et si vous êtes un basketologue, qu'il faudra suivre, parce que ce processus est complètement inédit et ça mérite le coup d'œil. En numéro 4, la classe de draft rookie qui arrive, et spécifiquement les meneurs, les rookie point guard qui arrivent dans cette classe 2017 de rookie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le top 10 des rookies de cette année, il y a 5 meneurs. Et ces 5 meneurs ont été annoncés comme de futurs super joueurs, comme des meneurs extrêmement prometteurs. Donc ça va être très intéressant à suivre, parce que ça fait très longtemps en NBA, j'exagère un petit peu, mais ça fait un petit moment en NBA, qu'on n'a pas eu des meneurs, des jeunes meneurs qui sont arrivés et qui ont immédiatement été prolifiques, ou qui même ont réussi au bout de 3-4 ans à percer. Donc là, avec une classe de draft où il y a Markelle Fultz, où il y a Lonzo Ball, où il y a De'Aaron Fox, où il y a Dennis Smith Jr., où il y a Ntilikina, où il y a effectivement beaucoup de meneurs qu'on annonce comme prometteurs, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va vraiment avoir des joueurs qui sont tout de suite impactants, à l'image d'un Kyrie Irving par exemple, en 2011, impactant sur le plan statistique, parce qu'il avait des très bonnes stats dans sa saison de rookie, il était à pratiquement 20 de PER. Par contre, il ne faisait pas gagner son équipe, donc pas impactant en termes de rendement, si vous voulez, de capacité à faire gagner. Ou est-ce qu'on va avoir des rookies qui sont finalement dans le moule des rookies actuels, c'est-à-dire
assez peu d'efficacité dans leur saison de rookie, des stats somme toute moyennes et très peu d'impact sur le scoring de leur équipe. Et c'est finalement seulement au bout de 4-5 ans qu'on commence à avoir un petit peu de rendement. Parce que sur ces dernières années, quand on prend les top 10 des dernières drafts, en rookie meneur, je me consacre vraiment sur le poste de meneur parce que c'est vraiment sur ce poste-là qu'il y a une disette depuis quelques années en NBA. Dans le top 10 des rookie point guard sur les dernières drafts, on a eu Chris Dunn qui a fait une saison de rookie catastrophique, la pire saison de rookie en termes d'efficacité de l'histoire de la NBA. Il y a eu Russell qui a fait un début de carrière somme toute correct, mais pas au niveau d'un meneur calibre All-Star, en tout cas avec un rendement tout de suite impactant. Moody, pour l'instant, s'annonce comme une déception. Maintenant, il est encore très très jeune, donc si ça se trouve, il va exploser dans quelques années. Mais attention, Moody, j'ai encore regardé le Scouting Report, on nous l'annonçait comme le futur John Wall. On l'attend toujours. Exum, il s'est à nouveau blessé. Son début de carrière est catastrophique. Smart a été correct, même plutôt bon, mais pas d'un calibre All-Star. Payton aussi. Trey Burke n'a plus de club, c'est un véritable flop. Carter Williams, c'est pareil, c'est devenu un journeyman dans la ligue, alors que c'est un ancien rookie de l'année. On lui promettait plein de choses, monts et merveilles. Bref, il y a eu énormément de déceptions dans les derniers meneurs draftés relativement haut en NBA. Est-ce que cette nouvelle classe de meneurs va suivre le même chemin où on va enfin avoir des joueurs tout de suite impactants? Parce que le dernier meneur drafté à avoir été sélectionné pour un All-Star Game, ça remonte à 2012, c'est Damian Lillard, et depuis disette. Depuis disette, alors que dans les années précédentes, on avait systématiquement réussi à récupérer un, voire deux bons meneurs dans les dernières classes de draft. 2011, il y a eu Irving, 2010, il y a eu Wall, 2009, il y a eu Curry. Là, depuis 2012, disette. Alors, il y a des processus qui sont très très longs. C'est ce que je vous expliquais. Par exemple, un Kemba Walker qui est drafté en 2011, il a été All-Star là en 2017. Ça a pris 6 ans. Et on en revient toujours au même constat, le poste de rookie, et spécifiquement de meneur rookie, le poste de meneur est l'un des postes les plus durs de la NBA. Il est extrêmement exigeant parce qu'il y a plein de choses à faire. Et surtout, vous avez des adversaires directs qui sont très très forts et qui sont très nombreux dans la ligue. Il y a beaucoup de très bons meneurs. Donc c'est très compliqué quand vous êtes un rookie d'arriver sur un poste de meneur. Et maintenant, quasiment tous ces jeunes rookies sont des one and done, ils n'ont fait qu'une année d'université. Ou pire, ils sont allés jouer en Chine comme un Moody dans un championnat qui est extrêmement faible, et au lieu de progresser, ils ont stagné, voire pire, régressé. Donc ça sera intéressant à suivre. Est-ce que cette classe de rookie point guard, elle va vraiment être relevée comme on nous l'annonce, ou est-ce qu'on va être encore déçu? C'est une des choses à suivre dans cette saison à venir. En numéro 3, roulement de tambour suspense, eh bien, est-ce que cette saison 2017-2018 va nous offrir encore un lot improbable de blockbuster trade? On a vécu une intersaison complètement folle, sans doute l'une des plus folles de l'histoire de la NBA. Est-ce que cette folie va continuer sur la saison régulière? Parce que, je vous l'avais déjà expliqué, l'intersaison 2018 va être compliquée. Pourquoi elle va être compliquée? Parce qu'il va y avoir beaucoup d'agents libres de qualité sur le marché. Il peut potentiellement en avoir beaucoup si des joueurs n'activent pas leurs options qui valident l'année 2018-2019. Et à contrario, il va y avoir très très peu d'équipes acheteuses, très peu d'équipes, en tout cas au vu des structures actuelles, très peu d'équipes en capacité d'aller signer au contrat max un super joueur. Donc la probabilité pour beaucoup d'équipes NBA de se renforcer à l'été prochain, cette probabilité, elle est relativement basse, parce qu'on pourra récupérer des role-players intéressants avec des mid-level exceptions, mais en aucun cas des joueurs calibre All-Star. Donc, est-ce que, durant la saison régulière, on ne va pas avoir en anticipation des équipes qui sont dans ce que j'appelle la terre du milieu? La terre du milieu, c'est quoi? C'est vous êtes trop fort pour avoir un bon tour de draft, et vous êtes à la fois trop faible pour espérer faire quoi que ce soit en play-off et jouer des coudes dans votre conférence. Donc vous êtes coincé. Est-ce qu'il n'y a pas des équipes coincées en terre du milieu qui vont décider finalement
d'appuyer sur le bouton reset, on fait tout exploser et on dégraisse, on tank et on utilisera les dollars qu'on a récupérés pour recruter à l'intersaison prochaine? Est-ce qu'on n'a pas des équipes qui vont être dans une recherche de la dernière pierre, c'est-à-dire pas encore suffisamment forte pour espérer aller au bout, mais avec peut-être un dernier trade qui se monte durant la saison, on peut y parvenir. Donc ça peut être très 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 intéressant à suivre. Il y a des équipes comme les Pelicans, si ça marche pas, qu'on arrive en février du côté des Pelicans, qu'on n'est pas en capacité de jouer les playoffs, sachant que Cousins arrive free agent et que on a la probabilité de le perdre contre rien si on le re-signe pas, est-ce qu'on va pas essayer de le trader avant? Les Pistons, ça va vraisemblablement être relativement compliqué, même si dans une conférence Est très ouverte, ils peuvent espérer faire les playoffs. Est-ce qu'ils vont pas tenter effectivement un tout pour le tout en échangeant Andre Drummond? Est-ce que les Cavs, qui effectivement peuvent se dire on est pas mal, mais on n'est vraisemblablement pas encore assez fort pour battre les Warriors, est-ce qu'on va pas tenter un truc Kevin Love plus le tour de draft qu'on a récupéré des Nets contre un Cousins ou contre un autre super joueur pour effectivement avoir ce dernier renfort qui peut nous permettre d'aller encore franchir un palier. Donc, il peut y avoir encore un vent de folie dans la NBA, même si il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup changé, donc celles-là, elles vont être calmes. Mais au-delà de ça, est-ce que le vent de folie de l'intersaison va continuer encore à souffler sur la saison? Eh bien, c'est ce qu'on va suivre. C'est ce qu'on va suivre. En numéro 2, eh bien, à suivre dans cette saison, Giannis Antetokounmpo, MVP avec un point d'interrogation, parce que on a un petit peu tendance à l'oublier, mais Antetokounmpo, sur l'exercice 2016-2017, il a fait une saison de mutant. Pourquoi je dis on a un petit peu tendance à l'oublier? Parce qu'il y a eu d'autres mutants, type Westbrook, type Harden, type Leonard, type même LeBron James, qui ont fait des saisons absolument mutanesques, et ça a dans une certaine mesure un petit peu éclipsé la performance de Antetokounmpo, qui, dans n'importe quelle autre saison un peu moins riche en exploits individuels, aurait pu être MVP sans problème. Est-ce qu'on va avoir, du coup, dans cet exercice 2017-2018, un Antetokounmpo qui continue encore à progresser et à gagner en efficacité? C'est le Most Improved Player de la saison qui vient de s'achever. Et c'est ce que j'ai appelé un vrai Most Improved Player. Parce qu'il y a des faux Most Improved Player. Exemple très très simple, un joueur qui jouait 17 minutes par match, il était à 10 points par match. Il joue 34 minutes, donc il multiplie son temps de jeu par 2. Et il passe de 10 à 20 points par match et on dit c'est le Most Improved Player. Non, c'est un faux Most Improved Player. Il a joué plus, il a scoré plus, mais fondamentalement, ses stats avancées d'efficacité, qui sont des stats relatives, eh bien, elles n'ont pas bougé. C'est pas le cas d'Antetokounmpo. Particularité que je trouve remarquable, c'est que, alors que son temps de jeu a plus ou moins stagné sur les 3 dernières saisons, il était à 31 minutes, il est passé à 35. On va considérer que ça a plus ou moins stagné, eh bien, son adresse a augmenté. Son adresse à 2 points a augmenté. Son adresse à 3 points a augmenté. Son adresse au lancer franc a augmenté entre sa saison 3 et sa saison 4. Son nombre de rebonds pris a augmenté. Son nombre de passes décisives a augmenté. Son nombre d'interceptions a augmenté. Son nombre de contres a augmenté. Son nombre de fautes individuelles s'est stabilisé et sa moyenne de points a augmenté. Bref, toutes les stats d'Antetokounmpo ont augmenté. Et quand vous regardez ces stats avancées, alors que son temps de jeu, on le disait, il s'est stabilisé, son PER a augmenté, son pourcentage au tir réel a augmenté, et toutes ces stats avancées ont augmenté, et on finit avec un joueur qui a pratiquement 8 en impact en box plus minus, qui est absolument énorme, et qui fait partie de l'élite de la NBA. Donc est-ce qu'en 2017-2018, Antetokounmpo, il va encore franchir un cap, être à 32 PER, être à pratiquement 30 points par match, avoir des stats au rebond et au pass encore un tout petit peu en augmentation? Est-ce que dans son sillage, les Bucks vont vraiment jouer les coudes à l'Est? Voilà, il y a pas mal d'interrogations autour de ce joueur. Donc Kevin Durant a déclaré dernièrement qu'il pouvait devenir
le meilleur joueur de la ligue, parce qu'effectivement, avec ses qualités athlétiques de mutant, il peut être inarrêtable. Il peut être inarrêtable parce qu'il sera trop grand pour les défenseurs ailiers classiques et à la fois trop rapide pour les défenseurs plus grands. Donc c'est un vrai casse-tête. Donc l'explosion de Antetokounmpo, est-ce qu'elle va continuer à avoir lieu ou bien est-ce qu'il va stagner? Ce sera ça qui sera intéressant à suivre, sachant que son taux d'usage est à 28%, ce qui est élevé, mais ce qui n'est pas surréaliste. On peut très bien imaginer la saison prochaine un Antetokounmpo à 35-36% de taux d'usage, ce qui correspond à Harden, ce qui correspond à d'autres joueurs qui pèsent beaucoup pour leur équipe. Et dans ce cas-là, ça veut dire plus de responsabilité en attaque, et s'il maintient son niveau d'adresse, plus de points marqués, plus d'efficacité offensive, etc., etc. Donc c'est vraiment un élément qui va être intéressant à suivre sur la saison à venir 2017-2018. Et en numéro 1, des choses qui, à mes yeux, ça ne fait pas loi, c'est une analyse subjective. En numéro 1, ce qui va vraiment m'intéresser sur la saison 2017-2018, eh bien, c'est quelque chose dont on a très très peu parlé, qui est pratiquement passé inaperçu et qui, pour moi, va avoir énormément de conséquences. C'est la nouvelle règle des temps morts. Vous allez me dire quoi, Blight? Mais tout ce que tu retiens de la saison prochaine, c'est ça, c'est la nouvelle règle des temps morts, mais c'est que dalle. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Et évidemment, je vous en ai parlé en début de vidéo, évidemment que les destins de toutes ces nouvelles équipes qui se sont formées, ça m'intéresse. Mais il y a un point qui est vraiment très très important à avoir en tête, qu'il ne faut pas occulter. Si, comme moi, ce qui vous intéresse dans le basket, c'est la tactique, c'est pas forcément le quoi, mais c'est le comment. Cette règle-là, il faut l'avoir en tête parce qu'elle va avoir des conséquences qui sont très 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 importantes sur les fins de match. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette nouvelle règle des temps morts? Dans les 3 dernières minutes d'un match, chaque équipe n'aura plus que 2 temps morts. Auparavant, c'était dans les 2 dernières minutes, chaque équipe avait droit à 3 temps morts. Ça peut paraître anecdotique, ce changement de règle. Pour ça qu'on n'en a quasiment pas parlé. Mais en fait, ça change énormément de choses. Parce que, jusqu'à présent, dans les fins de match serrés, les équipes pouvaient, entre guillemets, être accompagnées par leur coaching staff en demandant pratiquement 3 temps morts sur les 3 dernières possessions du match, mettre en place un petit ATO, un petit after timeout, faire des changements de joueurs, matcher pour que en face on puisse mieux défendre, etc. Et finalement arriver sur des possessions clés en main sur les 3 dernières possessions du match. Eh bien ça ne sera plus possible parce que on n'aura plus que 2 temps morts sur les 3 dernières minutes. Ça veut donc dire que si une équipe est plus ou moins au coude à coude avec une autre, qu'elle décide de prendre un temps mort vers les 2 minutes de la fin pour donner les grandes tendances, il lui en reste plus qu'un. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une seule possibilité d'avancer la balle milieu de terrain pour, pourquoi pas, jouer le ballon du match. Donc ça veut dire que toutes les possessions précédentes, eh bien, ce sont entre guillemets des possessions en play-on. C'est-à-dire que le coach n'intervient pas et c'est les joueurs qui décident. Et ça change tout. Parce que dans la NBA, il y avait cet accompagnement du coach dans les fins de match qui demandait plein de temps mort, qui mettait plein de choses en place, qui va être beaucoup moins vrai, beaucoup moins importante. Au-delà de ça, eh bien, dans les prolongations, il n'y a plus que 2 temps morts. Donc sur les 5 minutes de prolongation, 2 temps morts. Donc c'est pareil, les prolongations, ça va jouer en fait. C'est les joueurs qui vont décider. Fini l'histoire des temps morts pleins, des temps morts de 20 secondes. Il n'y a plus qu'un seul type de temps mort, c'est ce qu'on appelle le team timeout, qui fait 75 secondes. Ça faisait 100 secondes précédemment, donc c'est un petit peu plus court. On verra dans quelle mesure c'est vraiment respecté. Mais c'est un petit peu plus court, donc il faudra réagir un petit peu plus vite durant ces temps morts. Et ça va imposer effectivement un véritable ajustement tactique.
Et c'est ça qui va être très 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 important à suivre, parce qu'on va avoir beaucoup moins d'ATO, d'after timeout, beaucoup moins de séquences où la balle est avancée milieu de terrain et il y a quelque chose de très structuré ce qui se met en place. Les joueurs vont être beaucoup plus livrés à eux-mêmes. Un petit peu à l'image du basket FIBA, où la NBA en fait adapte plus ou moins la règle FIBA des deux temps morts, des deux temps morts sur la fin de match. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que avant la saison 2017-2018, une équipe pouvait très très bien procéder de la façon suivante dans une fin de match serrée. On demandait un temps mort à 2 minutes 30 pour donner la tendance des 2 dernières minutes. Et puis après, on prenait un temps mort à 1 minute 30, à 50 secondes de la fin et à 20 secondes de la fin. Et en fait, on avait pratiquement les 3 dernières possessions offensives de l'équipe qui arrivaient en sortie de temps mort. C'est pour ça que je vous disais, l'accompagnement du coaching était extrêmement marqué et les équipes qui étaient très très bien coachées, type Celtics, arrivaient très très bien à négocier des fins de match comme ça serrées parce qu'il y avait l'appui tactique du coach qui mettait en place pas mal de solutions sur des sorties de temps mort. Donc vous voyez que sur une fin de match avant 2017-2018, on pouvait avoir 4 temps morts, sachant que l'adversaire prenait aussi les siens, donc ça multipliait encore les opportunités. On pouvait avoir pratiquement 4 temps morts comme ça dans les 2 minutes et des poussières restantes. À partir de 2017-2018, là où vous pouviez avoir un accompagnement total sur vos dernières possessions, eh bien vous ne pourrez plus faire que, par exemple, un temps mort à 1 minute 30, donc où le coach va dire, bah voilà, il nous reste à peu près 3 possessions dans ce match, on va faire ça, et un dernier temps mort pour le dernier ballon du match, pour jouer la gagne. Ou le coach garde tous ses temps morts et les 2 dernières possessions d'attaque de son équipe, il met un ATO en place, on avance la balle et on essaye de jouer la gagne là-dessus. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'on va avoir beaucoup de fins de match qui vont être jouées en ce qu'on appelle en play-on. C'est-à-dire le coach il va dire allez-y les gars. Et c'est les joueurs qui vont décider. Et ça peut changer la donne parce que on va vraiment voir tactiquement des énormes différences entre les équipes qui ont un vrai fond de jeu structuré, placé mi-terrain, et qui arriveront comme ça à sortir une petite phase de jeu structurée sans avoir besoin de temps mort, et les autres équipes qui tactiquement et collectivement sont un petit peu plus faibles, et qui dans ces fins de match serrées, eh bien, seront livrées à elles-mêmes, et seront obligés de composer un petit peu en fonction bien, de ce que peut faire l'équipe, et sur les équipes un peu faibles tactiquement, bah, ça veut dire beaucoup d'isolation, pas forcément de jeu très structuré, des fins de match un peu oura basket, et des victoires qui sont comme ça abandonnées sur l'autel du collectif et de la structure offensive. Donc, si comme moi vous êtes un amoureux de la tactique, que le basket ne se résume pas au dunk, aux contres, aux interceptions et au top 10. Eh bien, ce changement de règle pour vous, il est très 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 important parce que ça va quelque part révolutionner la façon dont les fins de match sont jouées en NBA. Les joueurs vont avoir beaucoup plus le sort du match entre leurs mains, là où précédemment, eh bien, c'était quelque chose qui pouvait être relégué au coach et à sa capacité à mettre des solutions en place. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'attends de voir dans la saison à venir, la façon dont les équipes vont négocier les fins de match. Est-ce que on va avoir des fins de match beaucoup plus folles, beaucoup plus intenses, donc beaucoup plus agréables à suivre, parce que ça sera beaucoup moins haché et il y aura une part d'incertitude et un suspense qui peut être passionnant, ou est-ce qu'à contrario, on va avoir des fins de match pénibles parce que c'est pas structuré, c'est du hurrah basket? Eh bien, tout ça, on suivra ça. À mon avis, on aura des deux. Et on suivra tout ça de très très près. En tout cas, je vous souhaite une bonne saison 2017-2018 à tous. Elle commence, vous le savez, dans un peu plus de 24 heures. Une saison qui, je pense, va être passionnante, beaucoup plus passionnante que la saison passée, parce que même s'il y a les Warriors à l'ouest, même s'il y a les Cavs à l'est, vraisemblablement un petit peu au-dessus du lot, derrière ces deux équipes, il y a beaucoup d'autres équipes qui, entre elles, peuvent proposer des confrontations absolument passionnantes. On suivra ça
Bien entendu qu'on suivra ça. Bon match à tous, bonne saison, et à très bientôt.